je cède maintenant la parole à Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, très appréciée. Lors de mon tout premier discours de réplique au discours du premier ministre, j'avais oublié de lire ma motion de grief à la fin d'un bel envolé. Et depuis ce temps-là, je commence toujours par lire ma motion de grief. Comme ça, je suis certain de ne pas l'oublier. Elle va comme suit. Que l'Assemblée nationale condamne le désengagement manifeste de la CAQ en ce qui concerne l'environnement, illustré par la suppression de postes clés, la réduction des inspections environnementales et l'affaiblissement des mécanismes d'évaluation des projets industriels, et ce, en pleine crise climatique. Voilà, c'est fait. Je ne répéterai pas ma même erreur. J'ai divisé mon intervention en différents grands thèmes, Madame la Présidente. Je vais commencer par celui de l'environnement, évidemment des thèmes reliés à mes fonctions, mais aussi à des choses qui se passent dans mon quartier de Hochelaga-Maisonneuve. Mais commençons donc par mes fonctions. Je suis porte-parole du dossier de l'environnement pour ma formation politique. On a vu il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, une annonce là, dans le cadre de l'austérité budgétaire qui est préparée par le gouvernement, des annonces de coupure de postes. Donc, on va aller couper 134 postes en environnement du côté du gouvernement, dans le ministère de l'Environnement, donc des fonctionnaires qui font toutes sortes de tâches. On n'a pas encore le fin détail de quelle tâche essentielle sera coupée. Cela étant dit, ça envoie quand même un drôle de signal parce qu'au même moment où est-ce que le premier ministre nous dit dans son discours, oui, les services aux citoyens seront rendus sans problème en coupant quand même des centaines de fonctionnaires à gauche et à droite. Bien, d'une part, on se demande à quel point c'est logique. Hein? Ces gens-là, ils faisaient quoi? Ils faisaient absolument rien de leur journée, on peut en douter. Et ensuite, quel message on envoie sur la priorisation de l'environnement? On se rappellera, il n'y a pas si longtemps, l'élection de 2018, où M. le premier ministre lui-même le disait, il le reconnaissait que l'environnement n'avait pas été à la hauteur dans sa plateforme et qu'il fallait qu'il fasse un souci particulier sur ce dossier-là. On pourrait en juger de ce qui a été fait ou pas au niveau de l'environnement du gouvernement là, dans les dernières années, mais force est de constater qu'il n'y avait pas beaucoup d'évocation de ce thème-là dans son discours inaugural de la semaine dernière. Or, l'environnement, malgré ce qu'on en dit, malgré ce qu'on en pense, malgré ce que se passe derrière la frontière au sud, ça reste important. On est en train de perdre la bataille contre le 1,5 % de réchauffement climatique que les experts de la conférence de Paris, il y a à peu près 10 ans, nous avaient dit de ne pas dépasser. Hein? Si on restait dans la fourchette du 1,5 degré de réchauffement, on devrait être capable de gérer grosso modo la chose, mais on est en train de perdre cette bataille-là. On va le dépasser, on va le défoncer, probablement bien au-delà d'ailleurs du 1,5. Les conséquences sont incalculables en fait. Incalculables sur les assurances, incalculables sur les frais qu'on va devoir payer, incalculable sur les cartes de zones inondables, incalculable sur tellement d'aspects, sur le réseau de la santé, par exemple, que ça en donne de l'anxiété. Hein. On parle parfois du phénomène de l'éco-anxiété chez des jeunes. Moi, je comprends. Je ne suis plus super jeune moi-même, Madame la Présidente, mais j'ai une fille de 8 ans et elle n'est pas encore tout à fait consciente là, de ce thème-là. Elle commence à comprendre c'est quoi l'environnement, etc., mais il lui reste quand même des aspects à aller chercher à ce niveau-là. Mais je le vois venir qu'un peu plus vieille, elle aura peut-être ce souci-là. Parlant de jeunes, moi, je voudrais saluer les jeunes de l'école Saint-Jean-Baptiste de La Salle, qui est une école dans mon quartier, sur la rue Pineuf, une belle école primaire, qui ont eu la gentillesse de me préparer une chaise de génération. J'en ai deux, en fait, Madame la Présidente. J'en ai une qui m'ont fabriquée pour mon bureau d'Hochelaga-Maisonneuve, qui trône dans l'entrée du bureau, et une un peu plus petite que j'ai eu la chance d'amener ici. Elle est dans mon bureau ici à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'une chaise de génération? C'est un projet qui a été fait avec le groupe Mères au front, qui vise à sensibiliser les élus, tout palier confondu. Hein, il y en a pour les élus municipaux, pour les élus provinciaux, les élus fédéraux, qui vise à les sensibiliser au fait que nous prenons des décisions qui auront des impacts en particulier sur l'environnement pour des générations qui ne sont pas encore à la table de la décision, qui ne sont pas alentour de la table pour discuter et prendre des décisions avec nous. Et quand je pense aux jeunes de 3, 4, 5e, 6e année de l'École Saint-Jean-Baptiste de La Salle qui m'ont fabriqué ces chaises-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas ici avec nous aujourd'hui. Leur génération n'est pas représentée non plus. Force est évidemment, ils sont mineurs, mais les décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas auront un impact sur leur planète à eux et à elles aussi. Et je veux donc les saluer et les remercier de m'avoir préparé cette chaise-là. Elle me donne de la confiance et de l'énergie à tous les jours. Sur le dossier de l'environnement, je suis aussi porte-parole du dossier du travail et j'ai voulu jumeler un peu ces deux dossiers-là, Madame la Présidente. Ce matin même, ça donne bien, j'ai déposé un projet de loi sur la création de comités de transition. Qu'est-ce que c'est un comité de transition? C'est que dans chaque usine, dans chaque milieu de travail, dans chaque service public, dans chaque établissement, il pourrait se créer donc un comité paritaire employeurs et travailleurs pour voir quelles seraient les choses qui pourraient être mises en place pour améliorer le bilan en matière de GES émis par l'entreprise ou le service public en question.
les travailleurs et les travailleuses sont un peu tannés, en fait, de voir que ces discussions-là sur la bataille climatique se passent vraiment à des hauts niveaux, des grandes conférences, des décisions de ministres, des sommets canadiens, etc. Mais eux, ils ne sont pas consultés. Pourtant, ils ont des choses à dire. Ils connaissent les procédés industriels dans lesquels ils évoluent. Ils ont des suggestions sur telle ou telle chose à améliorer pour que le bilan carbone soit plus intéressant dans leur milieu de travail, mais ils n'ont aucun endroit, aucun forum pour qu'on les entende. Et on a de l'expertise de paritarisme au Québec, notamment sur le dossier de la santé et sécurité au travail, sur le dossier notamment aussi de l'équité salariale. Il y a des comités qui sont créés. Bien voilà, je me suis inspiré de ça pour faire une proposition législative au gouvernement, une proposition de réforme positive dans le milieu du travail pour pouvoir mettre à contribution les travailleurs et travailleuses sur le dossier du changement climatique. Ils ont des choses à dire, il faut les entendre. Sur le dossier du travail, ce qui va m'animer beaucoup, bien sûr, c'est le suivi du projet de loi qu'on a terminé la session dernière sur le droit de grève. Je pense que c'est dangereux ce qui est en train d'arriver. On avait plaidé qu'il y aurait un phénomène qui se créerait, à savoir qu'une fois qu'un employeur sait qu'une grève est potentiellement impopulaire puis que le gouvernement va vouloir intervenir, bien, il n'y a rien qu'à s'asseoir sur ses mains puis pas vraiment négocier puis espérer que le tout prenne du temps et soit désagréable le plus possible pour que ce soit quelqu'un de l'externe, donc le gouvernement ou le TAT, le tribunal administratif du travail, qui vienne régler son problème, puisqu'il est visiblement incapable de le régler lui-même. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de vivre dans la grève de la Société de transport de Montréal, qui a des effets négatifs sur plein d'aspects, hein, bien sûr, mais que les échos qu'on a, c'est que ça négocie mal du côté du patron, du côté de la STM, et que ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'échappatoire. On attend que le gouvernement éventuellement puisse intervenir. La loi entre vigueur, là, je pense que c'est au mois de novembre. Alors, malheureusement, il y a déjà des effets négatifs de la loi qui a été adoptée il y a quelques mois déjà. Autre loi que nous sommes en train même de discuter, je suis monté de la salle à l'instant pour faire mon discours, c'est la loi sur le projet de loi 101 sur les diverses dispositions en droit du travail. Le gros problème, c'est l'aspect santé-sécurité du travail. On avait promis une réforme il y a presque 4 ans maintenant, en 2021, qui devait amener la santé et l'éducation à un niveau acceptable de prévention, des mécanismes de prévention de santé-sécurité, c'est fondamental, c'est de la prévention. Et le ministre n'a pas livré la marchandise. Au contraire, il est en train de faire une loi qui baisse les mécanismes. C'est une promesse rompue. Ça fait mal, c'est douloureux. Les groupes sont en colère. C'est des salariés qui sont principalement des femmes, hein, bien sûr, en santé et en éducation. Ils sont très fâchés de la situation, mais on est là pour veiller au grain. Et aussi, j'ai dévoilé il y a quelques semaines maintenant un projet de loi qui n'est pas encore déposé par le gouvernement sur les cotisations syndicales. Le gouvernement a décidé de trouver un nouvel épouvantail, peut-être pour aller grappiller quelques points de pourcentage au Parti conservateur du Québec, décide d'aller taper sur les syndicats, aller voir sur les cotisations s'il n'y avait pas un jeu à aller faire là. Mais ce sera un jeu à somme nulle, Madame la Présidente, parce que quand on tape sur les syndicats, on tape sur la classe moyenne. La classe moyenne québécoise, elle est plus ce qu'elle a déjà été, mais si elle résiste encore, c'est parce qu'il y a du monde qui défend des conditions de travail, qui défendent des augmentations de salaire, qui vont les chercher. Des assurances collectives, des choses comme ça, des conditions de vie, des conditions d'existence. Ça ne tombe pas du ciel, ça, tout seul, Madame la Présidente. Il faut que des gens s'y consacrent et il faut des organisations en santé. Les syndicats, c'est la meilleure chose qu'on a trouvée à ce jour pour le faire. Et si on les fragilise financièrement, ça ne servira pas la classe moyenne québécoise. Alors, vous pouvez être certain que c'est un dossier que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Je parle peut-être plus donc de ma circonscription maintenant, d'Hochelaga-Maisonneuve, que j'aime d'amour. Dans Hochelaga-Maisonneuve, on a des problèmes majeurs de rénoviction. Donc, malgré les projets de loi qui ont été adoptés ici, malgré les belles paroles de la ministre du Logement, c'est encore quelque chose qui existe, les rénovictions. Toutes les semaines, on a des appels au bureau de personnes qui vivent une rénoviction, qui pensent vivre une rénoviction. Les ressources sont très rares. Oui, il y a des organismes communautaires, mais ils sont mal financés. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là au jour le jour pour pouvoir répondre aux urgences. D'habitude, dans l'ancien temps, si vous me permettez l'expression, il pouvait y avoir quelques appels par semaine là, pour des dossiers de logement dans Hochelaga-Maisonneuve, mais j'ai assisté à une réunion l'autre jour, comme m'expliquait qu'il y en avait 15 par jour, 15 nouvelles personnes par jour qui appelaient dans les organismes communautaires en logement, juste dans Hochelaga-Maisonneuve, imaginez-vous donc. 15 nouvelles personnes par jour. Fait qu'évidemment que c'est un flux d'appels qui est à peu près ingérable là, pour les quelques personnes qui gèrent ces dossiers-là, parce qu'il faut ouvrir un dossier, il faut faire des suivis, il faut informer ces personnes-là. Nous, on essaie de contribuer au bureau de circonscription, on installe des affiches pour informer les citoyens de leurs droits, leur dire de ne pas signer des documents de quittance là, que des goons de patrons, pas de patrons, pardon, de propriétaires essaient de faire signer sous pression quand ils veulent procéder à des rénovictions. Mais
On ne peut pas rattraper tout le monde, bien sûr. C'est gros, Hochelaga-Maisonneuve, près de 50 000 de personnes qui y habitent. C'est difficile. Alors là-dessus, le gouvernement ne livre pas la marchandise sur le logement et ça génère des problèmes de toutes sortes de nature. Puis un de ces problèmes-là, c'est le problème de l'itinérance. Dans Hochelaga-Maisonneuve, moi j'y habite depuis, 2007. Il y en avait quelques personnes en situation d'itinérance qu'on observait à gauche, à droite. Mais post-pandémie, ça l'a augmenté de manière dramatique et ça n'a pas ralenti depuis. C'est exponentiel. À tous les jours, on en voit davantage. À tous les jours, on en voit maintenant dans à peu près tous les parcs publics d'Hochelaga-Maisonneuve. Au début, c'était juste sur Notre-Dame, au sud, dans la bande verte qu'on appelle. Maintenant, c'est partout, à côté de la piscine publique, à côté de la bibliothèque, dans le petit parc à côté des jeux d'eau. Il y a des tentes et des habitations comme ça temporaires partout dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça génère son lot de complexité de cohabitation. Les gens de Hochelaga-Maisonneuve sont très généreux, sont très résilients. Personne ne souhaite des décampements massifs parce qu'on a tous et toutes compris qu'une personne qui se fait décamper, qui se fait sortir de dehors, elle reste dehors, puis probablement qu'elle va juste revenir dans quelques jours, quasiment à la même place ou 10 mètres à côté, avec la même tente ou une autre tente. Vous comprenez que ce n'est pas une solution, ça, de juste faire décamper du monde. S'il y a des cas de violence, bien sûr, il faut intervenir. S'il y a des gens qui sont en train de distribuer des drogues dures, puis c'est un enjeu de santé publique, il faut intervenir. La police le fait et doit le faire. Mais ça ne peut pas être une solution de dire, vous décampez tous, puis notre problème va se régler magiquement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça a été essayé. On a tous constaté l'échec de ça. Il faut des interventions plus massives. Il faut des budgets plus forts du gouvernement sur le dossier d'itinérance. Il y a des groupes qui sont sur le terrain. Ils pourraient bénéficier de renforts en matière de soutien. Il faut l'ouverture de refuges dans d'autres endroits aussi de Montréal. Hochelaga-Maisonneuve a 3 refuges dans notre quartier. Il y a des quartiers de Montréal qui n'en ont aucun. Ce n'est pas tous les gens qui viennent camper dans Hochelaga avec une tente parce qu'ils subissent une éviction ou d'autres raisons. Ils ne viennent pas tous d'Hochelaga, bien sûr. On accueille tout le monde, mais ça serait bien qu'il y ait d'autres quartiers aussi qui lèvent la main pour accueillir des refuges. Alors là-dessus, moi, j'aurais des conversations peut-être à avoir avec des pouvoirs municipaux de différents arrondissements, limitrophes notamment à Hochelaga-Maisonneuve. Toujours dans Hochelaga-Maisonneuve, on a un gros enjeu sur les locaux vides, notamment sur la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, elle a subi des évictions massives dans les années 70 quand ils voulaient construire l'autoroute Notre-Dame, qui heureusement n'a jamais eu lieu. Ils ont quand même évincé des centaines de familles, puis ont détruit donc des centaines d'habitations, ce qui fait qu'économiquement, la rue Sainte-Catherine, elle a perdu des centaines et des centaines de consommateurs, et elle ne s'est jamais relevée de ça complètement. Oui, il y a des initiatives, oui, il y a des commerces, il y a des restos, il y a une épicerie, il se passe des choses sur Sainte-Catherine, bien sûr, mais elle n'a jamais retrouvé son lustre d'antan. Et en ce moment, la façon dont c'est fait, un propriétaire, il y a même l'inverse qui arrive. Il y a des rares petits commerces. Il y en avait un en particulier, une épicerie, bien sympathique, super dynamique. Mais le propriétaire a trouvé que là, il y aurait lieu d'augmenter son loyer. Il a exagéré. Vous savez très bien que les loyers commerciaux ne sont pas soumis à des examinations au tribunal du logement. Hein. C'est le nouveau loyer, le voici, puis vous n'êtes pas content, vous en allez. Là, il y a des propriétaires de baux commerciaux qui exagèrent leur augmentation. Les PME sont prises à la gorge, ne peuvent pas gérer ces augmentations de loyer-là. Ils doivent fermer boutique ou quitter. Le propriétaire se retrouve avec un local vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ça dans ses pertes. Alors, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas un gros problème, même que ça peut être parfois avantageux si tu en as plusieurs, en fait. Alors, se créent des espèces de petits empires de propriétaires de locaux vides qui nuisent objectivement à la santé économique de la rue Sainte-Catherine, mais qui, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue économique, les autres n'ont pas de problème. C'est un enjeu. Il faut une intervention gouvernementale à ce niveau-là. Mon collègue Guillaume Clich-Rivard, il y a une semaine ou deux, a proposé la mise en place de taxes d'inoccupation pour que ça cesse d'être rentable d'avoir des locaux commerciaux vides. Si on mettait une taxe d'inoccupation à un certain montant dynamique, bien, ça ferait en sorte que le propriétaire, il n'y aurait plus avantage à le garder fermé puis à mettre des loyers de fou. Il y aurait avantage à baisser un peu son loyer, son bail commercial, puis plutôt à faire que ça occupe. Puis des projets dans Hochelaga-Maisonneuve, des volontés de trouver des locaux, il y en a gros de même, Madame la Présidente. À toutes les semaines, dans ma réunion d'équipe, de bureau, on examine qui est à la recherche de locaux dans le quartier, gros de même. Il y a des entreprises qui en cherchent, il y a des services publics qui en cherchent, il y a des groupes communautaires qui en cherchent, qui seraient bien contents d'avoir un petit local, pas trop gros sur Sainte-Catherine, mais ils demandent des prix de fou, c'est pas possible. Bien, avec une taxe d'inoccupation, on viendrait casser un peu ce système-là et infléchir la tendance du marché qui, visiblement, ne sert pas l'intérêt public, mais qui sert plutôt la poche de quelques propriétaires.
Toujours sur le logement, on attend un signal de la part du ministère, notamment des aînés, ou du ministère du Logement aussi, pour voir s'il n'y a pas une alternative à trouver à la fermeture sauvage du manoir Louisiane, sur la rue Sherbrooke. C'était une RPA, une résidence privée pour aînés, qui a fermé de manière sauvage. Heureusement, elle est sous-zonée maison de chambre, donc locatif maison de chambre. Donc, ça ne peut pas être transformé en condo, n'en déplaise aux nouveaux propriétaires. Mais on attend toujours un signal de la part du ministère des Aînés pour dire oui, on va vous aider à monter un projet alternatif. Là-dessus, on travaille très fort, mais il va falloir que la main tendue soit prise de la partie du gouvernement. On parle d'itinérance, on parle de logement.